Très bien. Ça va faire Donc venir les bonjour, autres. oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc Guillaume Saint-Jean pour l'organisme de formation Stratis. Nous allons aujourd'hui assister donc à un webinaire qui vont nous présenter deux événements qui ont eu lieu donc le 9 et 10 octobre pour les rencontres FFOD et le 16 et 17 octobre pour le Learning Show. Donc l'idée principale, si je ne me trompe pas, Christophe, c'est essentiellement de maintenir un aspect de Oui, veille pour les organismes de formation de Normandie. oui, c'est ça. C'est ça. Hein, C'est c'est bien vrai ça? que, comme vous D'accord. avez pu le Je vais me constater, on n'a plus tellement on fait moins de veille ces derniers temps sur Communauty que pour une histoire de temps, de prestataires, etc. Donc je me suis dit, bah tiens, on a eu quelques événements marquants ces derniers temps. Faisons de la veille en direct et puis demandons soit à des participants, soit je dirais, ceux qui ont organisé, aux organisateurs, de nous raconter un petit peu ce qui s'est dit, ce qui se fait, quels sont les thèmes voilà, qui sortent. Ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire, mais tiens, mais c'est quoi le nouveau truc dont il va falloir parler, sur lequel il va falloir approfondir, voilà, quelles sont un peu les grandes tendances. Voilà. D'accord, très bien. Donc Donc je vais me merci Aurélia d'être là, merci Yannick permettre. et merci Stéphane. Je crois que tu étais au FOD, hein, c'est ça, donc tu vas nous parler un petit peu de ton expérience du FOD. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu aller au Learning Show. J'avais beaucoup apprécié, j'y étais allé il y a 2 ans, et puis depuis, je n'ai pas pu y retourner voilà, pour des histoires d'agenda, mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant en termes d'organisation, de dynamique, etc. Donc je suis très content que ça fonctionne et que ça fonctionne de mieux en mieux, et puis d'essayer d'en voir voilà, ce qu'on en tire comme substantifique moelle. Je vous laisse la parole et je disparais. Eh bien, le Merci Learning Show, Christophe. il y a 2 ans et maintenant, c'est un événement qui a beaucoup, beaucoup évolué, puisque cette année, c'était la troisième année, donc la troisième saison du Learning Show, la troisième édition. Et c'est vrai qu'on est passé de 250 participants à 500, et cette année à un petit peu plus de 750, 780 participants. Alors, qu'est-ce que c'est que le Learning Show? C'est d'abord une association qui s'est montée il y a presque 4 ans maintenant, dans le but de monter un événement qui soit à destination de tous les professionnels de la formation, qui sont enfermés les uns les autres dans des silos. On s'est rendu compte en partant d'un constat, c'est que lorsque l'on travaille dans l'éducation, dans la formation, lorsque l'on est sur l'enseignement supérieur, lorsque l'on est DRH, lorsque l'on est Startup EdTech, eh bien, on a des événements dédiés, mais il n'y a pas de lieu et de moment pour pouvoir se retrouver. Et les espaces qui sont créés, événementiels tels que des salons, sont des événements qui sont drivés par le marketing, par le commercial. À côté de ça, ce sont des conférences très descendantes, même si elles sont construites comme de l'entertainment avec les TEDx pour aller en 18 minutes réussir à accrocher une idée. C'est pour faire quelque chose qui soit vraiment à l'inverse de ces salons et de ces conférences qu'on a conçu Learning Show, autour d'une base qui est proposer un espace de rencontre et d'échange de pratiques et de retour d'expérience avec un élément moteur que sont des ateliers immersifs expérientiels, c'est-à-dire une proposition cette année de 48 ateliers, 48 mises en situation dans lesquelles les participants vont pouvoir prendre part. On est parti vraiment sur une base aussi qui est que on parle de la formation où un des grands enjeux c'est que tout le monde soit acteur de sa formation. Eh bien, soyons déjà acteurs de ces temps dans lesquels on n'est pas simplement des consommateurs en descendant de quelque chose qui se dit, mais soyons acteurs en vivant des mises en situation. Cette année, il y a eu 2 autres innovations dans les modalités qui étaient proposées, à savoir des controverses et des podcasts. Alors je reviens là-dessus. Les controverses, c'est parce qu'il y a des sujets qui ne peuvent pas être traités sous forme d'ateliers expérientiels immersifs et qu'il fallait pouvoir, par exemple, traiter de la FEST,
ou de la réforme, ou des nouveaux business models pour les organismes de formation. Difficile d'aller en concevoir un atelier, et bien là, on a fait le choix, au milieu de ce qu'on a appelé le village, donc un endroit dans lequel on a tout aménagé pour pouvoir faire du networking, pour pouvoir à la fois rencontrer les uns les autres, s'asseoir, discuter, à la fois se restaurer. Et bien, au milieu de ce village, il y a une scène avec deux personnes qui vont porter deux points de vue différents sur une même question et un animateur, journaliste, qui va aider à faire de la controverse, c'est-à-dire à faire que chacun puisse dérouler son point de vue de manière contradictoire ou en tout cas de manière complémentaire, pour pouvoir non pas faire un combat d'idées, mais faire vraiment élargir la manière de penser pour tous les participants qui peuvent à tout moment intervenir, interpeller, poser des questions. L'autre modalité nouvelle, c'était des podcasts live, c'est-à-dire aménager un studio dans lequel on va faire venir tout un tas d'intervenants qui vont venir illustrer une question en chacun ayant comme responsabilité de venir témoigner de comment ils participent, comment ils ont vécu, comment ils construisent euh, leur expérience, et le public étant présent tout autour et entendant ce qui se dit dans ces conditions radio, qui changent totalement la manière de s'exprimer. Parce que lorsque l'on parle avec un casque sur les oreilles, et on le sait bien, là, on est en train de faire ce webinaire et on n'est pas en train de faire une conférence. Ça veut dire qu'on ne se parle pas les uns les autres comme si on était sur une estrade face à un public. Il y a une intimité, il y a une convivialité qui se crée, qui est permis par ces conditions radio, du micro et du casque. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à recréer avec ces podcasts, le public pouvant lui aussi à tout moment intervenir. Donc, on est très très loin de ces fausses tables rondes, puisqu'il y a tellement d'événements dans lesquels on appelle table ronde quelque chose qui finalement est une brochette où on a mis des invités sur scène face à un public qui se retrouve à la fin cantonné à simplement pouvoir poser deux, trois questions avant que tout le monde aille boire un coup. Et bien là, on a vraiment, avec ce format de podcast, voulu casser ce modèle et créer cette interactivité entre des intervenants très proches les uns des autres, les yeux dans les yeux, avec juste 50 cm les uns à côté des autres, et le public qui est autour. C'est quelque chose qui a très très bien fonctionné toute cette année. Et si on va dans le slide suivant, on va pouvoir voir quelles étaient les thématiques que nous avons abordées. Des thématiques que nous avons construites il y a un an et pour lesquelles nous sommes allés chercher les intervenants pour qu'ils puissent vraiment couvrir ces sujets. D'abord, formation 2030 avec vraiment à la fois la réforme, mais à la fois aussi tous les éléments sur les nouveaux modèles, sur les campus d'entreprise, sur l'émergence des nouveaux métiers et des nouveaux métiers de la formation, parce que on est quand même dans un domaine dans lequel il y a énormément de formateurs qui cherchent à être repositionnés, à faire de l'upskilling pour pouvoir aller sur ces nouveaux métiers et pouvoir jouer un rôle dans ces nouveaux dispositifs en hybride. Après, Excusez-moi, on a eu, oui, vous avez prononcé le terme de formateur qui voulait faire du upskilling, c'est ça? ouais, qui veulent monter en compétences et qui veulent vraiment aller se développer ces nouvelles compétences nécessaires pour pouvoir ne plus rester dans leur posture de formateur uniquement en présentiel, en face-to-face. Voilà. Merci. La deuxième thématique, c'est la thématique être acteur de sa formation, de son job demain, avec vraiment cette question des nouveaux modèles de formation pour pouvoir à la fois entrer sur l'ingénierie pédagogique, mais à la fois aussi pour s'intéresser justement à la FEST. Et c'était un des gros sujets abordés cette année parce que ça nous semblait essentiel, mais aussi sur les questions d'inclusion et vraiment de dispositifs pour pouvoir aller traiter la question de,
à la fois des personnes pardon, en situation de handicap, à la fois de toutes les personnes qui n'ont pas ce rapport au digital, ce qui devient une barrière tout à fait importante pour aller dans les dispositifs hybrides. Euh, la troisième thématique autour de l'innovation, de manière on va dire plus classique, c'est quelque chose dans lequel on a mis évidemment toutes les nouveautés tech, avec tout ce qui est apporté par à la fois de l'adaptive learning, mais aussi tout ce qui est autour de la neuropédagogie et du positionnement, des outils de positionnement lorsque l'on part en parcours de formation, et de la question des soft skills, parce que évidemment, la prise en compte du développement des compétences transversales est une question absolument essentielle qui interroge directement l'ingénierie pédagogique qui doit pouvoir répondre à ces nécessaires développements des compétences transversales, pas simplement en continuant à former de manière classique, on va dire, aux compétences transversales et en disant que chacune des compétences doit devenir un élément du catalogue de formation. C'est au contraire en inversant ça et en disant qu'est-ce que l'on modifie dans les compétences, dans l'ingénierie pédagogique pour pouvoir, en même temps qu'on l'on forme à n'importe quel sujet, être capable de développer les compétences transversales de créativité, de communication, de coopération, d'esprit critique, de capacité à apprendre, etc. Le dernier des points, c'est vraiment le point très important auquel on croit aussi énormément, c'est tout ce qui est autour des dispositifs hybrides, avec quelque chose qui est finalement très peu traité parce que c'est quand même très très peu, euh, c'est beaucoup moins sexy, c'est beaucoup moins attirant que d'aller parler des nouveautés tech, et pourtant c'est juste fondamental, c'est l'ingénierie de formation, c'est-à-dire de la construction des dispositifs, de la capacité à aller mettre dans des organisations les moyens pour pouvoir développer de l'intelligence collective, pour pouvoir mettre en place de l'apprentissage par les pairs, de pouvoir aller développer l'envie d'apprendre et de construire, in fine, eh bien, des dispositifs dans lesquels on va utiliser toutes les modalités les plus pertinentes en étant non pas centré sur d'abord une techno, d'abord un outil, un device, mais au contraire d'aller construire un parcours qui soit réellement apprenant avec la capacité d'aller mesurer les effets, d'aller positionner des indicateurs clés de performance et de pouvoir mesurer les effets de la formation. Donc quelque chose d'ambitieux, et c'était pour nous essentiel pour pouvoir s'adresser aussi aux commanditaires, aux financeurs, de pouvoir vraiment parler de ces questions-là et de pouvoir illustrer et faire des échanges de pratiques pour replacer, et c'était notre ambition cette année, la formation en tant que moyen et non pas en tant que finalité, donc en remettant la formation au cœur de l'enjeu qui est de comment développer l'employabilité. D'accord. Donc effectivement, vous avez un certain nombre de partenaires. Vous Oui, travaillez le, collectivement. voilà, parce que le modèle économique de cette association sur maintenant un événement qui devient important, hein, pour lequel on a pour la première fois cette année pris, non pas un prestataire, mais on a missionné une personne à mi-temps pendant 6 mois pour nous aider, accueillir 800 personnes pendant un jour et demi, avec un budget de plus de 200 000 euros là, cette année. Ça devient dans le monde associatif quelque chose d'assez lourd, hein, avec une équipe d'une petite dizaine de personnes que j'ai l'honneur et la chance de piloter et de présider. Il faut pour ça construire un modèle économique avec 3 grands secteurs. D'un côté, l'aide de la région Bretagne, l'aide de la métropole et du département d'Ille-et-Vilaine, et métropole Rennes. De l'autre côté, ça c'est un petit tiers, un gros tiers qui sont ses partenaires, qui ont dit on vous soutient. C'est vrai que là, on a la chance depuis le départ d'avoir Opcalia qui dit ça rentre dans nos fonctions, ça rentre dans le PIA d'aller accompagner la montée en compétences des formateurs. Donc, on vous suit.
mais aussi des acteurs locaux tels que Klaxoon et tels que maintenant l'entité Ma Formation qui fait partie du groupe euh, Région Job, du groupe maintenant, j'ai oublié leur nom nouveau, Work, oui, pas WeWork, mais aidez-moi, c'est pas très grave. Ces très gros acteurs entre formation et emploi de Région Job. Et donc ça, ce sont nos partenaires importants, mais on avait une quinzaine d'autres partenaires que voilà, où on retrouve aussi bien des petites entreprises locales et performantes telles que Lornatech par exemple, ou Farsight, ou l'encre bleue, Farsight faisant de la réalité virtuelle, mais aussi évidemment des acteurs importants tels que Rennes School of Business, des médias avec la FFP, avec Colmagarache, avec aussi Headflex avec leur événement du Book of the Year, mais aussi évidemment le Forum, l'APEC, etc. Bref, et Learning Technology qui nous suit depuis le départ, parce que Learning Technology, même s'ils sont positionnés sur un événement de type très classique avec du salon et des conférences, croit aussi beaucoup au fait d'avoir en amont de ça à inventer des modalités très participatives telles qu'on l'a mis en place sur Learning Show. Merci. Aurélia, vous étiez présente à cet événement. Est-ce que vous avez pu participer Oui, à l'ensemble des ateliers qui étaient proposés? alors non, c'est pas possible. Et sinon, j'aurais dû me dupliquer véritablement parce qu'il y avait une offre extrêmement diversifiée. Moi, ça fait 2 ans que je viens et j'apprécie beaucoup alors des choses assez différentes parce que organisant moi-même les rencontres, je peux voir des choses très différentes de la part de Yannick et du Learning Show. Alors, ce que je trouve très appréciable, mais c'est le lieu, et je pense qu'un lieu inspirant, ça compte beaucoup, parce que c'est le couvent des Jacobins, hein, Tout c'est à ça, fait. Yannick? Alors voilà, c'est peut-être un lieu, effectivement passé à la vie laïque, mais qui est assez inspirant. C'est une vieille demeure, donc déjà ça, c'est assez agréable. La deuxième chose, c'est qu'on y retrouve des gens qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins, mais on arrive du coup beaucoup plus à... C'est assez familial, assez festif en fait, on arrive beaucoup mieux à communiquer parce qu'on n'est pas du tout sur un stand ou dans le cadre d'un salon. Les salons, ça apporte certainement d'autres choses, on va tous à Learning Technology, je pense. Enfin, moi, j'y vais chaque année et c'est très bien pour ma veille. Par contre, là, c'est différent. On est plus peut-être effectivement dans du contenu, dans des échanges, beaucoup dans la pédagogie et puis dans une ambiance assez particulière, moi je trouve. Voilà, et avec un foisonnement effectivement de choix. Personnellement, j'avais été invitée par Yannick à participer alors un podcast. Donc on s'est retrouvés comme dans une station de radio, voilà, avec des gros écouteurs sur les oreilles, à échanger avec d'autres personnes. Donc ça, c'est un format que j'ai trouvé assez original. Il y avait aussi des controverses. Alors les controverses, c'est bien pour le dynamisme que ça impulse. Et puis des choses plus classiques sous format atelier. Mais c'est un événement que je dirais que je ne connais pas d'équivalent ailleurs. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est ouvert à l'ensemble des typologies d'organismes de formation, quelle que soit leur spécialité de formation et quel que soit éventuellement leur nombre de collaborateurs? Oui, vraiment. Alors là, vraiment oui, parce que c'est vécu par beaucoup de personnes comme une learning expedition. C'est vraiment un moyen d'aller venir se mettre à jour, d'aller faire des rencontres, de savoir quelles sont les tendances, d'échanger des bonnes pratiques. Et comme il n'y a rien de thématique précis, vertical sur un type de formation, il y a aussi bien des gens qui viennent du monde de l'apprentissage, que des personnes qui viennent des grandes écoles, que des gens qui viennent vraiment dans les organismes de formation, mais c'est totalement varié, hein, mais vraiment là-dessus, et c'est ce qui fait la richesse, c'est parce que justement on va rencontrer des gens qui ont tous en commun le fait de se poser des questions pour innover dans leur pratique pédagogique. Et
faire du transfert entre quelque chose qui a été vécu dans un gros organisme et dans un campus d'entreprise et qu'on peut se réapproprier pour pouvoir mettre dans son équipe avec ces quelques personnes avec lesquelles on travaille, eh ben, c'est ça tout l'enjeu. Christophe? Oui, je reprends la parole. Je voulais vous demander justement, revenir un peu sur le fond, c'est-à-dire, vous avez parlé de nouveaux formateurs, de nouveaux rôles, etc., etc. Vous avez parlé d'ingénierie, mais qu'est-ce qui aujourd'hui fait sens et c'est quoi les thèmes, c'est quoi, quels sont les sujets que vous avez abordés ou qu'il faut aborder aujourd'hui concrètement en disant, tiens, c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut se pencher quand on est dans un organisme de formation et qu'on est dans cette révolution, je dirais, de la formation. Pour moi, les sujets phares, incontournables, qui font partie vraiment de la stratégie inévitable pour les organismes de formation, c'est pouvoir aller dérouler, construire des dispositifs hybrides dans lesquels on va pouvoir aller utiliser le meilleur, le plus efficace du digital et en même temps y mettre l'humain à sa juste place avec une fonction d'accompagnement, une fonction événementielle, une fonction que je dirais même émotionnelle qui est essentielle. Donc ça, c'est la première chose. Aller construire ces dispositifs, c'est absolument incontournable. L'autre élément, c'est d'aller au travers de ces types de dispositifs, réussir à construire un business model, donc d'aller explorer comment ne pas cannibaliser ce qui existe déjà, comment aller vers d'autres espaces pour toucher d'autres publics, se poser la question de ces publics qui sont éloignés et de l'emploi et des outils digitaux pour pouvoir malgré tout les toucher, et comment accompagner ces équipes à trouver leur place dans ces nouveaux rôles et ces nouveaux dispositifs. Pour moi, ça, c'est vraiment l'enjeu, mais fondamental, parce que l'évolution et l'ouverture du CPF en est encore une preuve. C'est-à-dire que l'évolution vers l'usage des outils digitaux, il faut en faire de cette évolution un allié et surtout pas se mettre en résistance. Et donc, se poser toutes ces questions sur comment utiliser au mieux ces moyens-là, c'est quelque chose sur lequel tous les analystes de formation, tous les formateurs, tous les financeurs investissent du temps. Et voilà, c'était pour moi l'élément essentiel. L'autre petite chose qui a commencé à émerger, mais qui sera très fort l'an prochain, parce que je travaille énormément actuellement sur la programmation du Learning Show 2020, ça va être la place de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, peut-être même plus de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle dans la formation, et la place de la prise en compte des publics 10 vraiment dans toutes ces couleurs, hein, dyspraxie, etc., tout ce que l'on veut, pour lesquels les organismes de formation, les formateurs qui travaillent avec ces publics différents sont en avance au niveau pédagogique, en termes d'individualisation, en termes d'innovation pédagogique, et on a une très forte envie d'aller les mettre en valeur pour les faire partager leur avance, eux qui se vivent souvent comme étant mis à côté et en retrait. Et le dernier élément sur lequel on va aussi beaucoup intervenir, ça va être sur la dimension sociétale, je veux dire environnementale. On ne peut plus parler maintenant de transformation digitale des entreprises, des organisations, sans en même temps parler de la transformation environnementale dans laquelle nous sommes plongés. Et c'est une dimension qui va être un des piliers du Learning Show l'an prochain. Environnement dans le sens écologie oui, de questionnement, c'est-à-dire que ce soit en termes de sujets ou d'objets ou d'objets des activités, ou en ayant à chaque fois cette réflexion en termes de responsabilité sociale, environnementale à tout moment. Et les organismes d'information sont des moyens de déploiement et d'évolution, d'accompagnement des gens tout au long de leur vie, dans leur évolution personnelle et professionnelle. Et cette dimension-là doit aussi faire partie de la matière première, voire des dispositifs dans lesquels que l'on veut construire.
Très bien. Vous avez abordé tout à l'heure des bonnes pratiques. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec certains intervenants ou des membres du public sur des pratiques qui vous ont semblé particulièrement innovantes et bonnes à mettre en place? Il y en a, il y en a pléthore, il y en a pléthore, mais je vais prendre juste un atelier qui a fait parler beaucoup de monde parce que, et qui est très symbolique, qui est un atelier de prise de parole en public fait en réalité virtuelle, en groupe et avec un formateur. Et j'insiste sur les trois modalités, c'est-à-dire aller prendre la puissance de l'outil de réalité virtuelle qui permet de se retrouver sur scène face à un grand public, dans des conditions de stress très importantes, où on peut aller s'entraîner, se réentraîner, mais où en même temps les autres les autres personnes présentes voient ce que l'on est en train de faire et le débrief de ce qui s'est passé va se faire entre la personne qui était avec le casque et les autres qui sont présents. Et l'échange du ressenti et les retours, donc là on est vraiment dans cette correction de pair à pair qui va se faire chacun pouvant à un moment donné passer derrière l'écran, c'est quelque chose d'une richesse incroyable, le tout étant régulé par un formateur qui va aller créer les conditions à la fois de prise de risque, à la fois de protection et à la fois d'échange. Et là, au travers de ça, pour moi, on est sur vraiment un exemple typique de comment on peut allier dans du présentiel des outils digitaux et être sur à la fois un travail individuel et collaboratif avec le groupe. Et on a beaucoup des valeurs qui se retrouvent dans cet exemple. D'accord. Merci beaucoup Yannick. Est-ce que certains participants ont des questions, des interrogations ou des demandes de précision pour Yannick? Donc, je vous rappelle que vous avez la zone de chat en bas à gauche si vous n'avez pas de micro. Bon, eh bien écoutez, tout va bien. Bon, on va passer au Très FOD. bien. Donc nous allons effectivement maintenant demander à Aurélia. Yannick, est-ce que vous restez avec nous ou est-ce que vous préférez retourner à vos freins? C'est gentil. Ouais, je vais aller retourner à mes montages de vidéos urgents que je dois avoir livrés pour ce soir. Et Aurélien ne m'en voudra pas. J'étais présent Non, non pas ne t'inquiète pas, Yannick. à Dijon, mais ça sera là pour l'an prochain. Et on aura plein d'autres occasions à repartager d'ici là. Merci en tout Et cas. on avait quelqu'un du Learning Show qui est venu effectivement à Dijon. Donc, Tout à fait. Et pour nous, c'était très très important parce que cette communauté d'apprenants que nous sommes tous et d'organisateurs d'événements et d'acteurs de ceux qui faisons des choses, c'est essentiel qu'on le fasse vivre. Et donc, je pense que c'est une très très bonne chose. Et merci beaucoup de cette invitation parce que je pense que plus proches nous sommes les uns les autres pour pouvoir échanger sur nos pratiques de tisseurs de liens, plus la communauté va pouvoir en profiter. En tout cas, merci Yannick d'avoir pris Merci. sur Merci. votre temps pour venir échanger avec nous. Et puis à Merci. très bientôt peut-être au Learning Show ou ailleurs. Tout à fait. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. salut Au Yannick. revoir. Alors, je Alors, prends la suite. oui, je vous demande juste une Euh, petite. alors, c'est vrai Donc, que Aurélie. alors Yannick nous a présenté vraiment son Learning Show, la façon de faire qui est assez unique. Alors, au fait, nous, on est beaucoup plus, on fait des choses complètement différemment. Et donc, on a un format sur 2 jours. Et surtout, chaque année, en fait, quand on organise nos rencontres nationales, on le fait en partenariat avec une région. Donc, c'est un grand avantage, c'est qu'on tourne et on fait le tour de France. On était à Chalon-sur-Saône, sur Marne en 2017. En 2019, nous étions à Dijon, à l'invitation du conseil régional, donc dans les locaux du conseil régional. Donc, pour vous présenter un petit peu ce qui s'y est dit, alors, on avait choisi une thématique très forte en ce moment, une thématique d'actualité qui intéresse énormément, qui est la fête. Mais ce qu'on fait généralement dans nos rencontres, c'est de pouvoir donner la parole à la puissance locale, à la puissance invitante, pour faire quand même avoir un focus sur un territoire et sur une politique régionale donnée
qui est toujours très intéressant. Donc, en l'occurrence, on avait la vice-présidente à la formation professionnelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a présenté les principaux axes du plan d'investissement dans les compétences, hein, et surtout sa déclinaison régionale et son budget. Vous voyez, hein, c'était 252 millions d'euros. Et de ces axes de travail importants, donc parmi ces axes, on a pu retenir que la volonté de la région d'aller chercher des publics très éloignés de l'emploi, de faire aussi également de la prospective sur les métiers de demain, hein, pour pouvoir former et anticiper sur les besoins, travailler sur l'innovation pédagogique. Donc régulièrement, la région organise en fait des journées professionnelles autour de l'innovation pédagogique. Et puis également sur la commande publique pour pouvoir du coup rédiger une commande publique et acheter de la formation un peu différemment en demandant justement d'avoir des dispositifs, par exemple, qui peuvent être des dispositifs de formation en digital learning, de formation tout ou surtout en partie à distance, hein, dans un format mixte. Donc là, c'était pour le focus qui a été fait par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et sinon, on a fait aussi également un point d'actualité générale, hein, qui pourra servir peut-être effectivement un peu à de la veille, hein, pour les adhérents communautiques, avec du coup notre président qui a rappelé un peu les temps forts. Donc la loi de septembre 2018 qui ne vous a pas échappé, qui simplifie énormément l'action de formation, et puis qui permet du coup effectivement peut-être d'impulser davantage d'innovation pédagogique ou du moins d'expérimentation pédagogique, hein, pour développer les compétences, et puis de faire le choix de formules autour de la multimodalité. Jusqu'à présent, ce qu'on disait souvent, c'est que quand on parlait multimodalité entre professionnels de la formation, on se disait oui, alors là, on est en train de nous parler un peu du numérique et des outils digitaux, de dispositifs hybrides. Aujourd'hui, avec la loi de septembre 2018, la multimodalité s'entend effectivement beaucoup plus, et a une dimension plus large, puisqu'elle inclut maintenant de la FES, de la formation en situation de travail, qui donc permettent de traiter, de faire des parcours de formation alliant du présentiel, du distanciel, et puis également de la situation de travail. Et enfin, on a fait, voilà, notre président a souhaité aussi quand même donner un peu de relief à un point de vigilance à avoir, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de remontées actuellement d'organismes de formation sur les difficultés rencontrées par des organismes de formation à financer sur leur financement de formation à distance, où il y a, hélas, encore beaucoup de points de blocage quand il s'agit de la rémunération du stagiaire dans le cadre de formation asynchrone. Du coup, le travail du FOD est plus que jamais nécessaire, hein, pour continuer d'accompagner, sensibiliser, hein, les acteurs et notamment les financeurs au cadre réglementaire de la formation à distance. Hein, je vous le rappelle, hein, depuis 2014, la formation à distance est considérée comme une action de formation reconnue avec un cadre bien précis. Et le FOD a développé plusieurs guides et publications pour justement faciliter et donner les bonnes pratiques pour une mise en œuvre. Mais on le voit encore, ça reste très, très compliqué. Oui. Vous m'interrompez, hein, si vous avez des choses à me dire. Moi, je vois que, alors peut-être que tu allais y venir, mais je vois un Explore Camp sur des dispositifs innovants. Peut-être que c'est ce dont tu allais parler. Mais je voulais savoir justement, c'était quoi aujourd'hui les dispositifs innovants que vous avez vus? Oui, on aime bien au FOD avoir une partie très studieuse autour de notre thématique que l'on creuse, qu'on ronge jusqu'à l'os, on va dire. Et puis l'après-midi, de ménager un temps pour présenter des dispositifs qu'on considère innovants, qu'on nous propose.
Et donc là, entre autres, alors je ne les ai pas tous vus, je vous dirai, il y en avait un qui m'a assez intéressée, justement, Yannick est parti, mais c'était de la réalité virtuelle. Et comment, qui est donc un dispositif expérimental développé par l'ANACT dans les Hauts-de-France, sur de la réalité virtuelle au service d'apprentissage et de faire le lien entre ces séquences de réalité virtuelle et de la formation en situation de travail. Alors évidemment, c'était expérimental. Ce n'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans les clous du cadre réglementaire aujourd'hui. Mais interroger effectivement la mise en situation de travail avec un dispositif de réalité virtuelle, ça pouvait sembler contradictoire, mais en fait, c'était assez complémentaire et très intéressant. Donc, on avait d'autres dispositifs, voilà, aussi autour des Greta qui ont développé un serious game, mais je ne suis pas allée voir les différents stands, faute de temps. D'accord. Stéphane, vous étiez présent aux Oui, j'étais rencontres du... présent. J'étais présent aux rencontres du 3FOD, effectivement. Et bah, j'ai vraiment un retour positif sur cette expérience-là, parce que bah, ça permet de rencontrer des professionnels de la formation d'autres structures, et c'est pas si souvent qu'on a l'occasion de le faire. Et puis on a vu vraiment aussi des intervenants de qualité, puisque donc après l'intervention de Madame Charret-Godard de la région, on a eu Jacques Barry qui nous a redonné un petit peu les enjeux, qui est le président du 3FOD aujourd'hui, et donc avec une vision large des enjeux qui sont portés. Puis ensuite, on a eu des interventions de Laurent Duclos de la DGEFP, de Béatrice Delay de France Compétences, qui là nous ont présenté vraiment le cadre réglementaire, son évolution. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu poser des questions. Par exemple, il y avait une question quand même sur la FEST, d'accord. Alors on comprend bien la FEST pour les salariés, le chemin de financement via les OPCO. Mais par exemple, qu'en est-il pour des publics demandeurs d'emploi dans le cadre de marchés publics, et quelle possibilité de financement peut-il y avoir, et puis à quelle hauteur, et notamment pour l'entreprise, parce que ça peut être une des questions. Donc c'est vrai que ces questions-là, on voit de toute façon que c'est un sujet encore très nouveau. Il y a des éléments de réponse qui arrivent, mais tout n'est pas encore stabilisé. Donc vraiment sur cette partie réglementaire, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait une vue et ça permet de revoir de manière synthétique tout ce qu'on peut avoir comme information un peu à gauche à droite. Donc c'est la bonne solution. Et puis l'après-midi, on a eu des retours d'expérimentation, pareil, qui étaient intéressants sur justement des choses qui ont été mises en œuvre dans le cadre de l'expérimentation AFEST qui a été conduite par la DGESP. Et notamment, on a eu un retour sur une AFEST assez conséquente dans le secteur de l'hôtellerie avec différentes modalités de formation. Et je crois que l'idée, c'était bien de montrer ça, que l'AFEST, effectivement, il y a des phases en situation de travail avec des séquences réflexives, comme on le voit, qui sont obligatoires, mais il peut aussi s'adjoindre à ça des modalités supplémentaires. Typiquement, par exemple, le fait de devoir avoir une habilitation pour accéder sur un site, ben on peut très bien avoir une séquence amont qui permettra de préparer à ça des notions de sécurité, d'habilitation, pour pouvoir mettre en œuvre la mise en situation de travail au sein de l'entreprise. Et puis ont été abordées aussi toutes les questions de la FEST et de sa raison d'être, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'est-ce qui plutôt est favorable pour une AFEST et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que ça, c'est pas toujours évident. Donc les échanges ont été riches de savoir une situation de travail. Déjà, le mot que j'ai retenu, c'est le droit à l'erreur. Je crois que c'est un mot qui a été dit beaucoup pendant les 2 jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une AFEST sur un système de production s'il n'y a pas d'erreur possible pendant l'apprentissage. Alors ça paraît évident, mais c'est vrai que dans le diagnostic d'opportunité et l'ingénierie AFEST qui doit être réalisée en amont de la mise en œuvre de la formation, ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis aussi l'analyse du travail avec les tâches et bien cibler les tâches qui sont porteuses de développement personnel.
C'est-à-dire qu'on voit bien aussi que dans l'activité de travail, il y a certaines tâches qui en réalité ne poseraient pas de problème à quelqu'un qui n'est pas professionnel et débutant, puis il y en a d'autres qui sont plus nodales, et c'est certainement là que la FEST a toute sa place. Et une fois que ce diagnostic est réalisé, qu'un tuteur est nommé, parce que c'est aussi une obligation réglementaire dans le cadre de la FEST, ben, comment on peut adapter le système de production pour le rendre formatif. Donc c'est vraiment un vrai enjeu d'ingénierie. Je crois une belle opportunité d'ingénierie de formation et sur des compétences parfois qui peuvent être un petit peu orphelines ou très spécifiques. Et j'ai vraiment apprécié toutes ces présentations et les échanges qu'il y a pu avoir autour. Alors Alors justement, après, est-ce on que a... Oui. Stéphane, donc il y a eu donc l'Explore Camp, il y a eu des présentations, des échanges. Est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose pour votre propre organisme de formation que vous pourriez éventuellement mettre en place dans les mois à venir ou Alors oui, quand on voit des choses, l'Explore Camp, je suis allé voir différents ateliers. Alors ça tournait toujours sur la place justement du multimodal et du numérique dans la formation et comment on pouvait l'inclure dans une AFEST. Alors c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on propose une offre de formation, c'est vrai que le fait de pouvoir euh, mettre à distance ou de manière asynchrone certaines parties d'une formation, je crois que c'est un vrai atout en termes de mobilisation des personnes. Si on parle de salariés d'entreprise ou de personnes même qui vont aller dans le cadre d'une formation plus longue avec la modalité AFEST, aller se former un peu en entreprise, c'est vraiment très complémentaire. Et ça, j'ai retenu cet aspect-là de dire que peut apporter le numérique par rapport à cette période qui serait en entreprise, qui se déroule en entreprise et quelle est la plus-value. Et on a vu au cours de ce qui nous a été présenté qu'il y a une place pour le numérique. Par exemple, je me rappelle d'un système de réalité virtuelle qui peut permettre de s'entraîner, par exemple, avant d'aller faire. Et ça c'est vrai que c'est de la plus-value et c'est une façon d'éliminer du risque. Voilà. d'accord, il y avait aussi, enfin il y a aussi eu des temps d'échange formels et des temps d'échange informels. Est-ce que les temps d'échange informels vous ont permis d'échanger avec d'autres organismes de formation et d'en tirer des bonnes pratiques, des expériences? Alors ça a permis d'échanger un petit peu. Alors il y avait différentes typologies de public. Par exemple, j'ai parlé un petit peu avec une personne de l'OPCO AGFOS PME sur la problématique de la FEST et justement de son financement. Donc c'est intéressant d'avoir le regard d'une personne qui travaille dans un OPCO par rapport à cette nouvelle modalité parce que c'est quand même très émergent et on sort tout juste de l'expérimentation. Donc et voir ce qu'elle peut dire en termes de financement, de possibilités de financement et puis aussi de pouvoir discuter alors avec des c'est spécifique parce que l'AFPA est un grand organisme, de pouvoir aussi échanger avec des collègues d'autres régions et puis effectivement avec des personnes d'autres organismes sur ce qu'ils pensent de cette modalité de formation et avoir un regard plus partagé. Et c'est un moment, j'ai trouvé que c'est un moment intéressant parce que c'est vrai que notre marché de la formation professionnelle aujourd'hui est un marché très concurrentiel, on le sait. Et là, j'ai trouvé qu'on sortait complètement de ce cadre-là et qu'on était vraiment sur un temps d'échange où on retrouvait une communauté de professionnels intéressés par la formation, donc là sur le sujet de la FEST plus spécifiquement, mais avec des échanges faciles à bâton rompu, vraiment très faciles. Et les ateliers ont permis ça aussi d'ailleurs le lendemain, les temps d'atelier où on a dû réfléchir sur comment on organiserait une AFEST. Justement, il y avait plusieurs scénarios qui étaient proposés et ça a permis comme ça très naturellement des discussions à bâton rompu et de réflexion et de réponse sur le moment. Donc c'est très intéressant. Très bien, parfait. Est-ce que vous pensez donc, suite à votre participation donc, aux rencontres du FFOD, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça aura des incidences, enfin, j'imagine que oui, sur vos méthodes de travail au sein de votre organisme? Alors inévitablement, parce qu'on est sur un sujet nouveau et là on a eu quand même du retour d'expérience et notamment sur l'expérimentation et puis des éléments cadrants qui ont été donnés plutôt par les intervenants de France Compétences et de la DGEFP. Donc oui, évidemment que ça va influer sur les méthodes de travail. Et
D'ailleurs, aujourd'hui, nous, à l'interne, on est en train de déployer la FEST parce qu'il y a déjà des marchés qui ont été mis à l'offre et qui ont été remportés. Donc, dans nos formations internes, il y a des éléments du FFOD qui ressortent. Et par exemple, j'ai trouvé que la parution sur attester la réalisation de l'action de formation, qui a été promu là pendant ces 2 jours, est très très intéressante parce que c'est vrai que c'est une des questions. Aujourd'hui, on en parlait, vous en parliez tout à l'heure. Comment peut-on amener des éléments de preuve autres qu'un émargement pour justifier de la réalisation d'une AFEST et qu'est-ce qui est recevable ou non? C'est des vrais enjeux pour demain. Et si on ne prend pas en compte ces éléments-là au moment de la conception des formations, quelque part, on met en danger la pérennité économique des actions qu'on met en œuvre. Donc cet aspect-là était intéressant, par exemple, parce que c'est aidant. C'est aidant. Merci. Aurélia, je crois que Christophe a une question pour vous. Merci Stéphane pour tous ce déluge de compliments. Non, c'est sincère. C'était vraiment une expérience très intéressante. Moi, je voulais juste savoir si France Compétences, tu parlais de France Compétences, est-ce qu'ils étaient présents au FOD et Oui, quel est leur... Alors, France Compétences a été invité. On tenait absolument à avoir un point réglementaire par France Compétences, puisque l'ancêtre de France Compétences, il y avait le SPSPP, et il était déjà à la manœuvre dans les cadres des expérimentations autour de la FEST. Donc, ça nous semblait utile d'avoir une double lecture, une présentation par le ministère du Travail et du cadre réglementaire, mais aussi un historique des expérimentations autour de la FEST qui avait donné lieu à ce nouveau cadre et qui ont été faites du coup par Béatrice Delay, qui aujourd'hui a rejoint France Compétences. Et ce que nous disait aussi beaucoup le ministère, c'est qu'on n'en est que vraiment au début de l'application de cette nouvelle modalité de formation, et du coup circulait quand même beaucoup de choses assez inexactes sur faut-il certifier des formateurs pour faire de la FEST ou dire bon la FEST, on en a toujours déjà fait, c'est la formation sur le tas. Donc revenir quand même à des points de vigilance, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Ce n'est pas la formation sur le tas. Il y a autant d'AFEST que d'entreprises, nous disait Laurent Duclos du ministère. Donc, on a vraiment voulu poser ce cadre réglementaire, à compléter effectivement par la publication dont on parlait Stéphane, là, qu'on a sorti au moment des rencontres et qui vous permet aux organismes de formation quand même de rentrer dans une série de questions-réponses autour de la mise en place de dispositifs du coup multimodaux. Parce que là où on insiste, c'est que le FOD n'a pas vocation à vraiment travailler sur de la FEST. Nous, on considère la FEST d'un point de vue multimodal. Donc, comment faire rentrer la FEST dans des dispositifs de formation avec aussi bien du blended que du 100% distanciel ou autre. Mais voilà, c'est une modalité, mais on doit pouvoir construire aujourd'hui des parcours multimodaux. Et ça veut dire que là, quand même, de ce que j'entends, c'est la FEST est considérée comme une modalité, comme la distance en est une autre, ou comme le présentiel en est une. C'est ça. La FEST, c'est pas un ensemble. C'est pas, tiens, je fais de la FEST et dans la FEST, je mets de la distance et je mets du présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une modalité qui vient enrichir la multimodalité, quoi. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est de ce point de vue qu'on le prend, et je pense qu'effectivement, ça permet effectivement de rendre l'expérience apprenante, si on peut parler comme ça, beaucoup plus riche en facilitant la mise en place de dispositifs du coup multimodaux. Alors, pour rebondir sur ce point-là, il y a une parution des synthèses documentaires du Centre Info où il distingue bien en fait deux acronymes. L'acronyme AFEST, qui est l'action de formation en situation de travail telle qu'elle est décrite dans le décret de décembre 2018, et donc avec toutes les obligations réglementaires, et qui est une action en soi, donc qui est plutôt la partie, j'ai envie de dire, salariée, qui se ferait vraiment sur l'entreprise essentiellement. Et après, il distingue la partie FEST,
ce qui fait référence, donc c'est ce qu'il note, à la formation en situation de travail en tant que modalité pédagogique. Ça Ah veut oui, dire qu'il d'accord. distingue un Entre les petit deux. peu en disant la FEST qui serait l'action pure en situation de Sur. travail et la FEST modalité sur quelque chose de plus global, une modalité parmi d'autres. J'ai trouvé Ah ça oui, d'accord. intéressant comme Ok. distinction. Hmm, hmm. Bon, enfin, on voit bien que tout ça a besoin de se chercher encore, quoi, hein. Tout n'est pas défini. Complètement. Parce que, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu disais, oui, alors ça n'est pas de la formation sur le tas, et finalement, quand je lisais sur un slide précédent l'ingénierie, je me disais, oui, bah, c'est de la formation sur le tas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas tellement dans ce qui est marqué, mais c'est vraiment sur ce qui va être fait concrètement et ce qui va être inventé, peut-être, bah, quand on dit formation sur le tas, ça va être redécouper cette formation sur le tas, de se dire finalement, quand je forme en situation de travail sur le tas, tiens, juste avant, tiens, à 14 heures, j'ai un rendez-vous avec mon tuteur avec qui je dois faire ça, mais je dois faire ça avant, il va peut-être me réévaluer après, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un peu redécouper, réexpliquer ce qu'on appelle vulgairement, ou ce qu'on appelait un peu vulgairement la formation sur le tas, quoi. Non? Tu vois, parfois, je me dis, tiens, on Ouais, met enfin, des mots, compliqués sur des choses qui finalement sont du bon sens. Voilà, on est peut-être en train de réexpliquer ou redonner du sens ou redonner voilà, redonner enfin, bien dire que même en situation de travail, la formation, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après, il y a une évaluation, il y a etc., etc. Il y a une Et progression. il y a notamment ces deux séquences qui sont la séquence de mise en situation Hum, et une séquence c'est réflexive ça. où on est bien là dans un cadre Hum, pédagogique et de formation, qui n'est pas, voilà, du coup, on n'est pas sur vraiment de la formation sur le tas, qui est mise à distance, et puis une évaluation, et puis surtout, on a un droit à l'erreur, donc hum, effectivement, qui nous a bien été précisé par Laurent Duclos, pour dire hum. C'est très qu'effectivement, important ça. l'apprenant est en situation de répéter, de se tromper, d'essayer à plusieurs reprises. Hum. Ce qui est pas nouveau en soi, hein, je veux dire, Mm. ce qui est pas nouveau, mais qui est dit et qui est marqué, quoi. Parce que de toute façon, ça a toujours été le cas. Ouais. Mm. Avant de faire bien un geste, il faut le faire trois fois, 10 fois, 100 fois, 500 fois mal, quoi. Voilà, ou pas très bien. Hmm. Mm. Par contre, je suis, je, Alors, je je suis crois que la, étonné. la- Enfin, la il y a nouveauté, je me deux, permets trois notions. d'intervenir par rapport au. Mhm. Allez-y, Stéphane. Oui, ce que je disais, la nouveauté en fait de la FEST par rapport à ce qui était la formation sur l'État, c'est quand même qu'elle est beaucoup plus formalisée et nécessite quand même une ingénierie Oui, de c'est ça. formation amont, C'est ça. ce qui n'était pas fait et qui garantit deux choses Mhm. quand même, c'est qu'on est bien sur des objectifs de formation De qui ont été formation. décrits, qui sont cohérents, sur une Mhm. progression et surtout sur une adaptation nécessaire du système de production en vue de formation. Et ce qui est quand même un élément important de la FEST, parce que si on parle d'une entreprise, par exemple industrielle à flux continu, adapter un système de production à des visées de formation, ça peut obliger par exemple à mettre des postes externes, reconstituer, ou peut-être perdre de la matière, et ce qui n'était pas trop fait avant quand on parlait de formation sur le tas. Et il y a vraiment, je pense, une volonté, même si le projet de départ était de rendre formelle de la formation informelle, et notamment pour les petites entreprises et sur des métiers de premier niveau de qualification, on se rend compte qu'il y a quand même tout un arsenal qui est mis en place pour être certain que ce temps dit de formation n'est pas du temps de production, d'une part, parce que ça a été le verrou qui a toujours existé jusqu'à la loi de 2018, et donc de pouvoir mettre des temps de formation sur des systèmes qui sont les systèmes de production, mais avec tout un tas Mhm. de garde-fous qui Bien permettent sûr. justement de ne pas se retrouver dans des situations de production déguisée. Oui, c'est ça. Et avec l'œil d'un pédagogue et aussi une prise Mhm. de recul. Je pense que la phase réflexive, on sait tous aujourd'hui le modèle de l'apprentissage expérientiel, c'est un modèle très performant, et le mettre en place dans une entreprise, et notamment des petites structures, ça demandera certainement de l'accompagnement pédagogique.
Et peut-être que ça va revaloriser d'ailleurs la notion de tuteur, non? Tuteur en Ouais. entreprise. Enfin, ça va Ouais. redonner ces lettres de noblesse et on va redonner, oui, c'est ça, on va vraiment considérer grandement ce qu'est un tuteur ou je dirais un accompagnant en entreprise, quoi. Mhm. C'est un vrai rôle J'avais donné juste aux une tuteurs réflexion et puis accompagnants en entreprise. c'est ça. Oui, qui était un petit peu parfois galvaudé, alors qui était parfois très très bien fait aussi, hein. Après, tout dépendait, je pense, tout dépend de l'investissement aussi du tuteur en entreprise, hein, et puis aussi de la pression qu'il peut avoir par rapport à la production, etc., etc. Mais là, du coup, ça rebalise les choses de manière claire, quoi. Voilà. Ok, ok. Oui, moi j'avais quelques interrogations sur, comme je disais, est-ce que c'est pas dans le mouvement? J'ai rien entendu. On a parlé de réalité virtuelle, pas dans le mouvement. J'ai rien entendu. On a parlé de réalité virtuelle augmentée. J'ai rien entendu sur l'intelligence artificielle. Je me dis, est-ce que c'est pour l'instant, alors peut-être pas au fun, mais tiens, je me disais peut-être que Learning Show va en parler, j'en ai pas entendu parler. Est-ce que la notion de data, il a parlé un peu d'environnement, voilà, aussi, mais j'ai l'impression que le numérique aussi, on commence à se poser tout un tas de questions sur le numérique et l'environnement, et je me dis, tiens, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est devant nous, sur lequel il va falloir compter? Voilà, enfin, c'est des petites questions comme ça. Je me disais, tiens, j'en ai pas entendu parler. Et puis, autre chose aussi, c'est par rapport à ce qu'on a vécu dernièrement lors des trophées Vivea FMD, là FMD, donc c'est formation mixte digitale. Je dis nous parce que Aurélia et moi y étions. Et il y avait une personne du Crédit Agricole chargé de l'expérience, de mettre en place ce qu'on appelle l'expérience apprenant. Et du coup, tiens, je me dis, on parle toujours beaucoup de formation en disant, je prends ça du haut, c'est-à-dire je pense en tant qu'organisme de formation, et finalement, il n'y a pas encore tellement, je dirais, de réflexion, ou alors c'est inhérent, de réflexion sur, mais c'est quoi l'expérience apprenant et qu'est-ce qu'il a envie de lui, et qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que. Voilà. Et c'est peut-être inhérent finalement à tout ce qui est développé actuellement. Je mets dans la zone de chat une Mhm. ressource sur l'événement que vient d'aborder Christophe sur les trophées VMD de Vivea. Mhm. Ça, vous pourrez Mhm. les consulter. De la même façon sur... Alors Vivea, pour faire un tout petit point sur Vivea, c'est que moi j'ai trouvé et je trouve toujours que donc c'est un fonds, hein, fonds des L'assurance. entreprises du vivant, d'agriculture, qui est très 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 en amont, assez précurseur dans les dispositifs de formation à distance, avec la mise en place très tôt de communautés pour les organismes de formation, justement pour en faire des organismes de formation apprenants sur les dispositifs multimodaux. Et ils ont pris très tôt le virage, et c'est pour ça que c'était assez intéressant, effectivement, avec Christophe, je pense que toi aussi, quand tu as dû voir les trophées, de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient déjà mis en place. Mhm. Hein. Ah oui. Oui, tout à fait, non, c'est bien. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais j'avoue que ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, hein, pour ne pas te le cacher, c'est vraiment la discussion qu'il y a eu faite par la personne de Crédit Agricole qui dit, ben, nous, on est en train d'imaginer aussi tout un tas de manières de se former, avec de la formation aussi. Elle parlait de formation informelle, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. J'ai pas, voilà, en disant, il y a des expériences, il y a la formation formelle telle qu'on la prévoit, etc. Puis il y a aussi toute l'expérience utilisateur, l'expérience apprenante. Donc là, elle parle pour une grande entreprise qui est le Crédit Agricole, hein, qu'il faut prendre en compte, voir comment par les pairs ça peut se mettre en place aussi, ça peut se diffuser, etc., etc. Enfin, je trouvais que c'était fort intéressant sa manière aussi de positionner, en tout cas d'interroger les différentes formes de formation, pas seulement les formes de formation dont on parle, dont on a tendance à parler, et c'est bien normal, qui sont les formations formelles voilà, que l'on finance, quoi, qui sont financées ou qui sont facturées.
D'où la question des business Très bien. models. Voilà. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un aspect important de notre travail. Très bien. Alors, Ok. concernant donc la présentation d'Aurélia, vous retrouverez donc les différentes ressources sur le site du FFOD. Voilà, y compris donc le guide que Aurélia nous a montré à travers la webcam sur justement les formations multimodales. Voilà. Tous les supports que nous avons utilisés aujourd'hui sont disponibles directement en téléchargement au sein de la classe virtuelle. En haut à droite, quand vous faites présentation, vous avez la possibilité donc de télécharger les contenus. Comme ça, vous aurez directement les liens qui sont notés et vous les en avez eu aussi une partie à travers la zone de chat. J'en profite également pour rajouter, comme je l'ai fait pour Learning Show, celui du FFOD, bien évidemment. Voilà. Eh bien, écoutez, je tiens à vous remercier en particulier donc Aurélia, Yannick et Stéphane d'avoir bien voulu prendre la parole aujourd'hui. Merci aux personnes qui se sont connectées à distance donc pour pouvoir suivre cet échange et nous espérons, Christophe et moi, que tout ça servira au sein des organismes de formation de Normandie à améliorer leurs pratiques professionnelles et leurs pratiques de veille sur ce qui peut se faire en formation. Christophe, un dernier mot? Merci. Merci. Et Merci à au 12, au 12 décembre pour le séminaire annuel communautique. Merci à vous. effectivement le 12 décembre. Et Donc comme c'est un... d'hab, pardon. Et comme d'hab, vous aurez la possibilité de podcaster le webinar d'ici quelques jours. Voilà, je le mettrai en ligne, comme d'habitude. Très bien. Parfait. Eh bien, merci à tous et bon après-midi. Merci, à bientôt. À très Au Bon bientôt. revoir. après-midi. À Merci tous. Bonne Aurélia, fin de merci journée. Stéphane. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.